Bienvenue dans Inspiration créative. Ici Kylian Talin. Ici Valentin Decker. Inspiration créative, c'est le podcast qui part à la rencontre des créateurs les plus fascinants. Auteurs, réalisateurs, youtubeurs, metteurs en scène, humoristes et bien plus. Peu importe leur discipline, notre objectif est toujours le même, comprendre leur processus créatif. Leurs inspirations, leur mode de fonctionnement, mais aussi leurs doutes et leurs questions. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre avec Valentin d'une personnalité incroyable qui s'appelle Marlène Le Cidre. Marlène, ou Julie de son vrai prénom, c'est une rencontre qui nous a beaucoup surpris. C'est le genre de rencontre qui vous tombe dessus. Et Marlène est une grande artiste. Elle a un passé de cuisinière, de basketteuse, de pianiste et de peintre. Et dans tout ce qu'elle entreprend, elle cherche la perfection et le dépassement de soi. Marlène est l'une des tatoueuses les plus réputées de Paris. Pour s'entraîner et apprendre le métier, elle s'est tatouée elle-même l'intégralité de son corps. On a parlé de son approche de la créativité, de sa rigueur, de son ambition et de l'importance du travail long pour progresser. Marlène est très active sur Instagram et c'est là-bas que vous pouvez aller admirer son travail. Avant de passer à l'interview, on aimerait remercier à nouveau Shine qui nous soutient pour ce 3e épisode. Ils nous soutiennent depuis le début de ce projet. Et si vous ne les connaissez pas encore, allez découvrir ce qu'ils font. Ils proposent un compte pro pour les indépendants, les freelances et les petites entreprises. Dans leur offre, il y a la possibilité d'avoir accès à un compte professionnel en ligne très intuitif, avec une carte bancaire qui est incluse. Ils sont là pour vous aider sur vos questions administratives. Et surtout, ils vous proposent des assurances qui sont inédites pour vous protéger en cas d'imprévu. Tout ceci est disponible à partir de 3,90€ par mois. Et pour les auditeurs du podcast Inspiration créative, il y a 2 mois offerts pour découvrir le service et commencer à s'y familiariser. Pour en profiter, c'est très simple, il suffit d'aller sur shine.fr/inspiration créative, toujours en un mot et toujours au singulier. Bonne écoute. Bonne écoute. Salut Julie, bienvenue avec nous sur cet épisode de Inspiration créative. On est très content de t'accueillir avec Valentin. La première question qu'on voulait te poser, c'est comment tu es arrivé dans le monde du tatouage. Il me semble que c'était en 2013. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et comment t'en es arrivé à te dire j'ai envie de faire du tatouage, un métier de tous les jours? Alors c'est bien parce que ça va répondre, je pense, à pas mal de questions que des gens en fait me posent auxquelles j'ai pas le temps de répondre sur Insta parce que je peux pas répondre à tout le monde. Moi je suis arrivée par hasard dans le tatou, donc j'ai pas je dirais le même cheminement que des jeunes qui décident, là comme là aujourd'hui où il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir tatoueurs parce que ça peut aussi paraître cool d'être tatoueur même si il y aurait plein de choses à dire sur justement sur le travail et sur ce que ça comporte. J'ai rencontré une tatoueuse à l'époque où j'étais à Montréal. J'étais cuisinière à ce moment-là et il y avait tout un groupe de tatoueurs qui venaient manger régulièrement dans le restaurant et c'était une cuisine ouverte. J'avais un tatou assez voyant, j'avais le bras gauche de tatou à cette époque-là et quand elle est venue me voir, elle m'a demandé en fait qui avait fait ce tatou et il se trouve que c'était son ex. Et puis de là, tu vois, il y a un petit effet un peu boule de neige, elle me pose des questions, on discute beaucoup. Au final, on s'est revus, elle m'a fait un tatou, peut-être même peut-être 2, je sais plus, et à ce moment-là, j'ai exposé en galerie d'art en fait. Des tableaux. Tes tableaux? Tu faisais de la peinture? Ouais. D'accord. Ouais. Peinture, et puis on n'a jamais vraiment, tu sais, arrêté de se voir. Et puis à un moment donné, elle est revenue vers moi et elle m'a dit je pense que tu as un truc à faire dans le tatou. Voilà. Elle l'avait senti? Je pense que oui, mais donc a priori elle avait raison. Mais non, ça s'est vraiment fait, hasard. On dit toujours que on attire aussi un peu tout ça, mais c'était pas prévu en fait pour moi d'arriver dans le tatou. Même si j'étais passionnée, encore le mot, et j'étais pas vraiment passionnée du tatou, ça m'intéressait. Mais comme tout ce que je fais entre guillemets ou toutes les petites passions, je veux dire j'ai fait de la moto, j'en ai fait en compétition, je connaissais les moteurs, je connaissais je veux dire les marques dans les détails, dans tout ça, donc comme je suis très perfectionniste dans tous les cas, je suis perfectionniste dans tout. D'accord. Intéressant. Et donc là, elle t'a proposé de te mettre au tatou, et direct ça a fait tilt dans ta tête, tu t'es dit là il y a quelque chose que j'ai envie de. Non, d'essayer. le premier truc qu'elle m'a dit, c'est par contre ça sera pas avec moi parce que moi je peux pas te former, mais je pense à quelqu'un et il se trouve qu'à ce moment-là c'était sa meilleure amie qui ouvrait un studio de tatou
sur Paris et qui allait certainement avoir besoin d'un ou d'une apprentie. Donc il fallait faire un switch, revenir entre guillemets en France. Donc c'était un peu, moi j'étais en place là-bas dans un resto, tout se passait très bien. Et puis je me suis dit, il y a quand même, il y a ce truc, il y a une opportunité. C'est juste clairement, il y a une proposition, donc il faut aller voir. Donc j'ai pris, je crois, peut-être une semaine ou 2 semaines de vacances, juste pour venir rencontrer du coup Alix, c'est celle qui m'a formée. Et on s'est rencontrés et voilà, le feeling est passé. J'ai rencontré son associé, on a fait une entrevue donc au restaurant du Bataclan d'ailleurs, et voilà, donc ils valident en fait tous les deux. Sauf que moi, je devais repartir au Canada, ils n'avaient pas encore vraiment le local, et donc c'était un peu mitigé. Il n'y avait rien vraiment qui était en place en fait pour eux, et moi je devais repartir, je ne savais pas ce qu'il en était. J'étais moi-même pas du tout tatoueuse, donc voilà. Et puis au final, quelques jours avant que je reparte, elle m'appelle et elle me dit on a le local, donc tu fais. Je dis je reste. Et je suis restée. Et pareil. Mm. Oui. Et à ce moment-là, t'as aucune expérience du tatouage? Non. Et que c'était ce que t'as sur toi? Oui, à part l'expérience d'une tatouée. Ouais. Et pas beaucoup, à cette époque-là, je suis pas beaucoup tatouée. Et comment t'approches ensuite tout ton apprentissage, ton entraînement, ta progression, les premiers temps? Introspection totale. D'accord. Beaucoup de curiosité. Je parlais pas beaucoup d'ailleurs à ce moment-là, j'étais plutôt en mode introverti, mais pour pouvoir bien, je dirais de loin, regarder comment ça se passait, je l'ai beaucoup observé en fait, et ça passe dans tous les cas par beaucoup d'observation, parce que tu chopes plein de trucs, t'écoutes, il y a plein de petites choses comme ça qui se passent, et puis au bout d'un moment, il faut commencer un peu à pratiquer. Moi j'ai pratiqué sur moi dans les débuts, donc je pense qu'il y a 45% de mon corps que j'ai fait moi pendant l'apprentissage, parce que je voulais pas faire sur quelqu'un. Je me disais, quitte à débuter, autant que ça soit moi. Si je me rate, autant que ça soit sur moi. Et après la suite, on verra. Si ça marche, si on valide que ce que j'ai déjà fait sur moi c'est bon, c'est parti. Et c'est ce qui s'est passé en fait en un peu moins de... J'ai débuté en février 2013 et au 1er septembre en fait 2013, j'étais validée. Je trouve ça honnêtement hyper Il faut être serein pour courageux en tout cas, de se dire je suis prêt à tatouer mon corps pour expérimenter et devenir... J'assume tout, de ce que je fais, de mes expériences, tout est très validé, très assumé, j'ai rien à... il n'y a pas de regret. Ouais. Si aujourd'hui on me demande, mais est-ce que c'est fou d'être autant tatoué, ou est-ce que tu regrettes des tatous? Non, il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu faisais avant du coup le tatou? Tu parlais de peinture, de moto. Est-ce que tu avais une autre discipline qui vraiment te plaisait et auquel tu t'es dit je vais essayer de construire quelque chose? Le piano. Le piano, ouais. Moi j'ai fait du piano de mes 6 ans à... Je pense à mes peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça. Donc formation classique. Donc assez j'ai dur, envie quoi. de dire assez... Ouais, et puis celle qui, entre guillemets, la prof que j'avais à cette époque-là, Madame Frelon, Marie-Noël Frelon, si jamais... Bonjour elle. Parce que j'en garde vraiment un truc assez incroyable de cette femme. Justement, dans la discipline, dans le fait d'être perfectionniste, d'aller chercher... je dirais la note parfaite, d'aller chercher... et ça, tout de suite, ça m'a plu. Le sport, j'ai fait du basket moi jusqu'en régional, voire en national, donc qui n'est pas un tout petit niveau, je dirais, chez les femmes. Donc pareil, en fait, chaque chose que je vais faire, dans tous les cas, je vais aller... ça, c'est l'éducation, mais je vais aller au bout, dans tous les cas, puisque nous, c'est ce qu'on nous répétait, moi, de par ma mère, ou si on débutait quelque chose... Tu le finis. Oui, ouais. Tu débutes et tu finis. Mais au moins, si tu vas jusqu'au bout, tu sais si ça te plaît ou pas, mais t'arrêtes pas en cours de route. Tu vois, si t'as pas, je dirais, tous les éléments. Ouais. Il y a 2 choses que je trouve super intéressantes. T'as à la fois cette idée d'aller toujours au bout des choses, dans ce que tu nous racontes,
Et il y a aussi je trouve que tu as une radicalité qui est impressionnante, où tu as passé énormément de temps à travailler le piano, puis tu passes à du basket, puis tu passes à de la cuisine. Le piano en plus. Voilà, tu passes à de la cuisine, du tatouage. Aujourd'hui, tu as d'autres projets qui vont se concrétiser. C'est inné, c'est acquis. Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'est dans ta personnalité, dans ton éducation, dans ce que tu choisis de faire? Je pense que c'est déjà inné, en fait. Mais je pense qu'on a tous ça en nous. Et ça se travaille. Donc c'est soit à un moment donné, je pense que gamin, on est tous ultra créatifs, on a tous plein d'envie, on est tous très rêveurs, on est tous... et je pense qu'au fil, dans tous les cas du temps, avec les expériences de chacun, par exemple dans ta famille, comment tu vas évoluer, dans ce qui se passe autour de toi, c'est ce qui va, je dirais, t'enlever, soit un peu de créativité, soit un peu de personnalité, et tu vas être un peu perdu là-dedans. Le fait de se connaître soi extrêmement bien, je pense, te ramène en fait sur des rails, mais les rails tu les quittes plus après. Moi je me connais très très bien, mais j'ai eu des périodes très compliquées d'introspection intense qui m'ont amené à des fois, même physiquement, à ce que ça soit dur. Ça a duré, je pense, presque 10 ans. Ma mère serait là, elle te dirait que ça a été 10 années, je pense, compliquées pour ma famille, pour eux, de voir en fait à quel point je me retrouvais peut-être pas, ou je testais beaucoup de choses, mais c'est les plus formatrices à aujourd'hui. Je les enlève pas, pour rien au monde. Même si ça a été très dur, je pense que là-dedans j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai appris surtout moi, avec tout ce que la société, dans l'évolution, je veux dire, entre quand t'as 4 ans, je suis née dans les années 80, on est en 2019 aujourd'hui, enfin je veux dire, il se passe quand même beaucoup de choses, et du coup en plus maintenant, très vite, très rapide. Mais je suis capable de m'adapter à tout en fait, mais je pense que c'est vraiment enfant, en fait on peut tout, moi j'estime qu'on peut tout faire, hein. Si tu me dis que le truc est impossible, je vais te dire ok. Tu vois, ça va pousser, en fait, ça va activer ma curiosité. Je vais me dire, alors attends, comment on peut faire pour que... Parce qu'il y a forcément un truc qui est possible. Peut-être pas tout, mais il y a peut-être une petite voie quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'avec le tatouage, tu as trouvé le truc que tu vas faire toute ta vie? Ou est-ce que tu gardes les portes ouvertes? Et on en a parlé avant, mais... Ouais, toutes les portes sont ouvertes. D'ailleurs, ceux qui me connaissent très bien dans le tatou, j'ai déjà tatoué plusieurs fois, et qui sont là depuis le début d'ailleurs, où j'ai commencé à les tatouer quand j'étais vraiment débutante du tatou. Demain, je peux arrêter. Certains l'ont déjà vécu quand, après les attentats, j'ai annoncé j'arrête. Je savais pas du tout ce que j'allais faire après, voilà. Donc, ce qui prouve bien que non, demain, je peux être, je sais pas, boulangère, je peux être, je sais pas, bottière. Et ça, tu le fais. De la ferraille, souffleuse de verre, mais vraiment. Il y a plein de choses passionnantes. Ça, tu le fais à l'instinct, ou tu le fais à. Tu vois une opportunité et tu fonces, tu penses stratégiquement, comment tu fais? Non, il n'y a pas de stratégie. Ouais. C'est de l'instinct pur, c'est-à-dire souvent je fais ça. J'écoute. Elle se touche le nez. Hein. Ouais. Mais ça, là, c'est... Mais on en revient toujours à la même chose. Il faut se connaître. Parce que si tu te connais, t'as confiance en toi. Si t'as confiance en toi, ton instinct, t'arrives à aller chercher juste en fait ce qu'il faut. Et je trouve que d'ailleurs, maintenant, avec l'expérience, t'attires aussi. Des choses qui t'aident. Ouais. C'est pour ça que je dis pas de hasard, mais tu vas attirer ces choses-là assez précisément. Et est-ce que ton instinct, il a toujours été... bon, enfin, est-ce qu'il t'a toujours bien servi, ou est-ce qu'il t'a trahi parfois Non, il m'a déjà trahi, mais... sur quoi par exemple? Si je peux citer un exemple. Non, trahi, mais peut-être sur des relations où t'as des gens qui sont plus ou moins, des fois, je vais pas dire néfastes, parce que je pense que toutes les personnes t'apportent quelque chose, même si à un moment donné les choses sont compliquées, ou tu tombes sur quelqu'un qui est pas bien dans sa vie, ou du coup, mais toi t'es pas bien non plus à ce moment-là, et c'est là où tu t'aperçois que t'attires aussi ces types de personnes-là, et que si tu changes ton comportement, et bah tu vas te rendre compte qu'en fait, donc ça c'est des tests qui ont duré assez longtemps, mais au final j'ai pu le tester en fait, ça en fonction de comment moi j'étais. Je me rendais compte aussi que ça changeait beaucoup de choses autour de moi. Super intéressant. Donc j'ai appris aussi à me faire confiance quand je suis en pleine possession
de mes moyens, quand je me sens bien, quand je suis positif, quand j'ai moins, je dirais, de down en fait que je pouvais l'avoir avant. Mais peut-être parce qu'aujourd'hui, avec les expériences multiples, tu vois, j'ai l'impression d'être bien cadré. D'être bien cadré et de pouvoir anticiper. Et quand tu crées des choses, j'ai le sentiment que tu comprends mieux tes forces, tes faiblesses, dans quelle situation t'es bon et t'es moins bon. Ouais, et tu comprends mieux les autres. Ouais, aussi. Là, pour le tatou, c'est un exemple. C'est quand même des gens qui viennent te voir pour te laisser faire quelque chose sur eux. Moi, j'estime que c'est extrêmement important. Donc, dans l'échange, c'est pour ça que je fais des rendez-vous privés. Il y a 3 rendez-vous. Il y a du temps entre tout ça. Il y en a pour qui, il y en a qui vont me dire, mais attends, c'est juste hallucinant qu'il y ait 6 mois d'attente pour... Ouais, mais non, pas tellement. Donc ceux qui ne le comprennent pas, ça fait partie de mon organisation. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres tatoueurs aussi. Quand tu as envie d'être tatoué rapidement, quand tu as envie... Moi, j'ai une autre... ma démarche ne va pas là-dedans. Mais elle va dans la construction et dans le fait que les gens puissent avoir aussi du temps pour valider, tu vois, ce qu'ils ont vraiment en tête, de ne pas faire ça sur un coup de tête. Je dirais un coup de tête, ou souvent... Je dirais, mais pas tout le temps, mais le coup de tête, ça peut être fait à regret. Donc le fait, moi, de me connaître, du coup, je vais pouvoir aussi aller chercher des gens qui vont me correspondre, mais qui correspondent à ma démarche, qui correspondent à moi profondément, humainement, en fait, comment je suis. Et de là, après, tu vas pouvoir aller chercher dans la discussion. C'est un peu comme un entonnoir. Je fais une rencontre de quelqu'un, la personne m'explique, avec les mots, avec une certaine sensibilité, avec leur façon à eux de parler, de se positionner. On peut parler de PNL, on peut parler de plein de choses, hein, parce que c'est des trucs que j'ai, entre guillemets, que je suis allée chercher. J'ai été lire des bouquins là-dessus pour pouvoir encore mieux, je dirais, pas analyser, mais c'est quand même un peu ça. Ce premier rendez-vous, en fait, il me permet de bien comprendre la personne. Je trouve ça super intéressant parce que la plupart des gens qu'on a rencontrés pour l'instant sur ce podcast sont des gens qui sont créatifs ou artistes et qui produisent quelque chose entre eux et une œuvre qui sera bien sûr partagée avec des gens autour d'eux. Toi, tu fais quelque chose qui est en fait une œuvre une collaboration. C'est presque une collaboration dans le sens où tu vas la créer aussi avec la personne sur qui tu vas tatouer. Ouais, j'ai eu les deux du coup, parce que par la peinture, et c'est ce que j'explique en fait, ce qui est difficile avec le tatou des fois, c'est que tu réponds à une demande. Tu peux pas répondre à toutes les demandes, donc je sais que pour certaines personnes ça paraît, moi on m'a déjà dit, hein, mais du coup t'es ultra sélective. Mais oui, mais parce qu'il faut, en fait, parce que je peux pas répondre à toutes les demandes et je serais certainement pas bonne du tout pour certains tatous ou avec certaines personnes, juste parce que le feeling est peut-être pas là, et heureusement en fait, et on n'est pas fait pour répondre à tout, et je suis pas Ikea et je suis pas, moi j'ai besoin qu'il y ait des choses en fait qui passent. La peinture me permettait à moi de lâcher, je dirais un moi profond sur un tableau, sur quelque chose que je dirais des faits divers et variés. La peinture me permettait ça. Et là t'as une logique. Et je pense que tu sais, c'est comme une évolution où le tatou, j'ai découvert des gens, j'ai découvert qu'on pouvait faire des choses ensemble et que le résultat il pouvait être aussi assez top sans forcément qu'on m'impose, c'est-à-dire quelqu'un qui vient qui va m'imposer tout de suite, non, c'est non, ouais, j'ai pas envie de fonctionner comme ça. J'ai quand même besoin, tu sais, d'une part je dirais de liberté, donc ça après c'est la confiance, mais on me laisse, et souvent quand j'ai des personnes qui me disent ce tatou là il est beau, on sent que dedans il y a ça, mais c'est parce que la personne m'a laissé libre de A à Z en fait dans la conception du motif, et qu'elle ne m'a pas imposé plus que ça. Elle m'a donné les idées, le thème de par son histoire, et le reste après je fais. Ces rencontres, un peu cette empathie que tu as pour les gens et tous ces différents échanges que tu as, je trouve ça alimente à fond en fait ta créativité et ensuite ce que tu retransmets dans tes tatouages. Ouais, vraiment. Aujourd'hui, tu me demanderais juste de dessiner un truc, tu sais, comme ça, ou de peindre. Ouais. Je te dirais peut-être, je vais essayer, mais j'aurais peut-être moins de... Je me suis habituée en fait aux gens. Je pense que je les ai tellement rejetés avant, je pense que j'ai dû passer au moins 15 ans de ma vie, tu sais, je sais pas, en ermite, à me dire que les gens
tu vois, que j'avais du mal en fait dans la relation avec les autres, mais peut-être parce que je me comprenais aussi pas encore assez bien. À aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir été très longtemps un peu dans ma bulle m'a aidé justement à aujourd'hui à mieux aller vers les autres et à savoir comment aller vers eux et à comprendre en fait tout ça. Moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est quand on voit de l'extérieur, quand on imagine le tatouage de l'extérieur, on se dit c'est juste quelqu'un qui va dessiner un symbole ou je sais pas, un animal sur la peau d'une personne. Et en fait, il y a tellement plus derrière ça. Et ouais, c'est très relié à moi parce que je l'explique à beaucoup de personnes. Je parle en mon nom, je parle dans ce nom de Marlène Le Cid, de tatoueuse. Tous les autres tatoueurs ne fonctionnent pas comme ça. Donc on a tous une démarche. Ma démarche artistique, elle est humaine. Elle est dans l'échange et la création se nourrit effectivement des échanges et de ce que je peux aller chercher en fait chez les gens. Et c'est un truc aussi qu'on a remarqué avec les autres podcasts qu'on a fait avant le tien, c'est que souvent il y a un spectre de curiosité qui est beaucoup plus large que juste ce qu'ils font, quoi. Que c'est d'écrivains ou de gens qui font des vidéos sur YouTube par exemple, ils sont beaucoup plus sensibles que juste faire des vidéos ou juste écrire des histoires, quoi. Et toi c'est pareil, je trouve ça assez fou. Ouais, je le dis souvent en fait, c'est plus que du tatou. Ça va beaucoup plus loin en fait que ça. Et ça on s'en rend pas compte. Moi j'ai repris des études, donc pour la plupart il y en a beaucoup qui ne savent pas en quoi. Je vais le dire parce que je passe un certificat en développement personnel et je fais le premier cursus en fait de sophrologie. Donc faire ça, c'est encore, entre guillemets, tu vois, appuyer sur un nouveau bouton, c'est encore challenger, mais c'est encore mieux répondre, entre guillemets, je dirais, mieux répondre à leurs demandes, mieux encore analyser. Et après, tout ce que je fais, je le fais pour moi, dans un premier temps. Et je pense que ça, les gens, il faut l'intégrer. Je fais les choses pour moi, je les fais pas pour X ou Y. Je le fais pour moi parce que ça m'intéresse et après tu vois, je distille et je... Finalement, ta démarche de progression personnelle, elle se retranscrit ensuite dans tout ce que tu fais. C'est exactement ça. Et t'as une envie aussi que tu partages d'aller chercher toujours la perfection dans tout ce que tu apprends et toujours essayer d'aller chercher toujours plus, le petit plus qui va te permettre ensuite d'être encore plus complète. Ça, c'est quelque chose que tu as développé, c'est quelque chose que... Oui, perfectionniste. Ouais, non, c'est dans tout, pour tout et tout le temps. Je pense que ceux qui ont travaillé avec moi pourront que te confirmer que c'est un peu fatigant aussi quand même d'être avec des gens qui poussent toujours. Tu sais, le petit plus, mais parce que je sais que le petit plus, moi, il ouvre une nouvelle porte, mais peut-être même pas d'ailleurs forcément à la porte du petit plus que tu voulais aller chercher, mais c'est des nouvelles antennes, c'est des nouveaux chemins. C'est peut-être un chemin qui est, tu vois, un peu moins droit que celui qui était là-bas, mais moi je vais préférer le zigzag avec plein d'embûches parce que ça va m'amener dans tous les cas à pousser la réflexion et à trouver des solutions et à toujours plus, je dirais, comme ça. C'est une super logique, je trouve, parce que ça te permet toujours de te confronter à des choses nouvelles qui vont enrichir ta personnalité, enrichir ton art, enrichir finalement tout ce que tu es, ouais, c'est ça. Et se retranscrire après dans tout ce que tu fais. Et souvent, c'est le fait d'avoir Marlène Le Cid, tu sais, le nom de tatoueuse et Julie, mais au final, tout ça, c'est les deux. Et j'aime bien l'idée, en fait, d'avoir Marlène Le Cid, la tatoueuse, et Julie, entre guillemets, en personnel, parce que c'est la combinaison, en fait, des deux qui donne, en fait, les résultats... Il y a forcément beaucoup de Julie dans Marlène Le Cid. Marlène Le Cid, c'est plus la partie artistique, création, mais comme dedans, il y a beaucoup d'introspection, d'humain et de tout ça, et ben ça fait un match. Donc moi, je trouve ça intéressant en fait d'avoir ce côté doublon où au final tu mélanges, je dirais, les deux côtés que moi j'ai volontairement en fait séparés. Est-ce que tu te rends compte que ton style évolue en tant que tatoueuse ? Ou en tant qu'artiste ? En tant qu'artiste ? Oui, il évolue en fonction de... Ouais, et pourquoi justement, est-ce qu'il y a des moments où
Ou tu passes un cap, ou tu as un déclic, ou comment ça fonctionne? Ouais, c'est une très bonne question. Non, comment ça fonctionne? Ben, c'est toujours l'envie de soit de changer quelque chose, soit de tester. Du test. Je vais me dire, tiens, si je prends cette aiguille-là, ou si j'essaye d'affiner encore plus mon trait, est-ce que comme ça va fonctionner? Est-ce que c'est viable dans le temps? Donc après, moi, mes tatous me correspondent. On est sur des choses qui sont très souvent quand même très carrées. Je pense que tu vois dans les tatous qu'il y a une certaine rigueur, un certain perfectionnisme. Je pense que ça, il y a que les tatoués qui peuvent répondre à ça. Mais j'ai pas beaucoup de recul sur mes. Ouais. Je fais. Je n'analyse pas du tout. Tu vois, mes tatous ou mes créas. C'était comme avec la peinture. Les premières expos que j'ai faites, c'était une catastrophe. Tu sais, je regarde mes tableaux entre guillemets, dans l'exposition avec plein d'autres tableaux d'artistes. Je me disais, mais tu sais, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Parce que mes tableaux. Du coup, tu rentres un peu dans de la comparaison. Tu te dis, mais ça correspond en rien à là-bas. Pourtant, je suis dans cette salle-là. Et puis t'en vends un, quoi. Moi, le premier, ça a été c'est le pire moment de ma vie, en fait. Ah ouais? Ah ouais, je perdais un bout de toi. moi, j'estimais que faire l'expo, c'était pour montrer ce que je faisais, mais sans aucune intention derrière. Moi, je me voyais reprendre le camion, le remplir et rentrer. Et le fait est, non, il y a eu 4, 5 ou 6 toiles qui ont été vendues. Et quand ils m'ont appelé pour la première, j'ai fait, mais non, pas celle-ci. En plus, tu sais, chacune, en fait, avait quelque chose, un certain sentiment. Enfin, à chaque fois, c'était un bout de moi. Et j'ai eu du mal au début à me libérer, en fait, de ça, de me dire, ok, mais ça faisait partie. Ça m'a appris aussi, justement, à me dire que des gens pouvaient être touchés, que des gens pouvaient avoir entre guillemets ça chez eux, c'était assez, tu vois, ça particulier. Mais je pense qu'il fallait en passer par ça pour qu'après aussi, dans le tatou, ça puisse être possible. Le fait de faire quelque chose sur quelqu'un et de me dire à chaque fois, je ne garde absolument pas les dessins, c'est jeté et c'est sur la personne. Et tu les revois parfois, les gens que tu tatoues? Ça peut m'arriver. Après, tu crées des liens. Ouais. Je me souviens quand même, pour beaucoup, je me souviens de la plupart de mes tatoués, soit de leur prénom, soit de leur pseudo Insta, des fois, ou dans tous les cas du tatou que je leur ai fait à quel endroit. Là, j'ai revu il n'y a pas très longtemps justement une fille, donc du coup je l'ai tatouée, je pense en 2014. Et quand elle est arrivée, tu vois, je l'ai regardée, j'ai fait on se connaît, nous? Elle me dit, bah oui, mais elle me dit, ça fait longtemps. Je lui dis non, et je réfléchis, je lui dis, ok, t'as ça ici, et t'as ça ici, et je t'ai fait ça ici. Toi, même elle me dit, mais c'est fou. Mais ouais, j'enregistre beaucoup, et puis comme je l'ai choisi, bah je sais. Enfin, je veux dire, c'est comme vous, je pense que si je vous recroise un jour dans la rue, ou je vais me souvenir de vous, mais parce qu'on aura échangé quelque chose. Pour la plupart, il y en a qui me racontent leur vie, il y en a qui me racontent beaucoup de choses. Ouais. Quand ça va pas, donc c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus que du tatou. T'es sur un échange humain de base. Le tatou n'est que... Enfin, je sais pas, au final, c'est un petit bout. C'est une finalité, je dirais, d'une rencontre, d'un échange, d'une collaboration. Pour moi, le tatou arrive vraiment... presque, tu sais, sur une fin. Moi, je voulais te parler, c'est lié à ça, mais je voulais te parler de ton processus créatif. Comment tu passes de zéro à justement cette finalité à la fin avec le tatou sur la peau de quelqu'un? Quelles sont les différentes étapes? Comment tu procèdes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dessines? Qu'est-ce que tu imagines? J'ai besoin de temps, donc je sais que des fois, quand l'agenda s'ouvre et que les délais s'annoncent, tu sais, plutôt larges, faut pas oublier que je ne suis pas une machine et j'ai besoin de temps, en fait. C'est-à-dire entre le moment où déjà je fais la lecture du mail, ça c'est le premier, c'est vraiment je dirais le premier truc de créa qui... Le point de départ. Ouais, qui peut y avoir, parce que je lis le mail
Et j'ai, entre guillemets, je me donne 5-10 minutes à la lecture du mail. Si tout de suite il y a un truc qui me parle, si ça m'intéresse, ok, c'est validé. Si je vois qu'il y a une petite hésitation, je vais mettre le mail en fait de côté, j'ai plusieurs dossiers, je mets le mail de côté et je vais aller faire autre chose. Et puis je vais revenir plus tard en fait sur le mail, je vais le relire. Si encore une fois, je vois pas trop tu vois, ce que je peux faire ou dans tous les cas ça sera pas validé, mais c'est pas que c'est pas validé tout le temps ou à vie. C'est pas validé à ce moment-là, mais parce que l'inspiration, elle est aussi, je dirais, assez fluctuante. Tu peux ne pas avoir l'idée sur le moment, mais tu peux l'avoir peut-être 3 mois derrière, ou 4 mois, ou 6 mois après. Ça dépend aussi beaucoup de toi, comment t'es, quand t'es fatigué, quand... Donc en fait, il y a plein de choses qui jouent. Je sais que des fois, on me dit, mais qu'est-ce qu'on doit mettre dans le mail? Est-ce qu'on doit construire? Je fais, non, mais spontanéité, ne vous prenez pas la tête, parce qu'il y a, en fait... Vous oubliez qu'il y a un facteur qui est celui de l'humain, en fait, juste, une question dans la lecture. Donc déjà là, je cible déjà comme ça. Ceux à qui je vais répondre, il va y avoir un rendez-vous privé. Le rendez-vous privé, il sert à se rencontrer. Donc déjà, tu as un premier contact. C'est important pour eux de rencontrer potentiellement la personne qui va les tatouer. Et là, ça te permet d'échanger. Donc tu sens si, tu vois, si le feeling y passe ou pas, ou ça va venir confirmer si oui ou non, en fait, tu as vraiment envie de faire le tatou avec la personne. Et donc là, je vais poser des questions. Alors là, j'ai tout un petit processus, mais avec le temps, d'ailleurs, tu vas beaucoup plus vite parce que tu sais vraiment où tu veux aller. Donc j'ai un entonnoir, en fait, qui me permet de les diriger, mais de les diriger en fonction de ma démarche ou du style graphique que moi je peux avoir. Donc je sais très vite si on est vraiment dans le, tu vois, sur les mêmes rails, ou si effectivement ça va peut-être pas être moi, mais peut-être quelqu'un d'autre. C'est très rare, mais ça a pu m'arriver de dire à quelqu'un écoute, je pense que tu devrais aller voir quelqu'un d'autre, il y a peut-être tel type ou tel type de tatoueur, même si j'aime pas trop le faire parce que je connais personne dans le milieu du tatou. Moi j'ai pas d'amis tatoueurs, donc je suis un peu entre guillemets un peu à part. Maintenant, mon seul ami tatoueur va être Léo que j'ai formé, avec qui du coup là on a un réel échange dans le tatou et on se connaît bien, mais à côté de ça j'ai personne, donc c'est dur d'envoyer tu sais, les personnes chez d'autres, et puis je préfère souvent que ça vienne d'eux, d'une recherche, mais je vais peut-être leur dire peut-être que le style que tu cherches c'est peut-être plus ça, regarde, parce que moi je corresponds peut-être qu'à 30% de ce que tu veux, et ça a dû arriver peut-être 2 ou 3 fois je dirais en 3 ans, donc c'est rare. Mais c'est un système d'entonnoir avec des questions précises et des mots. J'ai des espèces de mots-clés qui vont me parler. Et puis, je veux dire, le feeling, quoi. C'est toujours assez précis quand même dans les demandes. Je veux dire, t'as des gens qui viennent, ils vont avoir l'idée, si c'est la famille ou blablabla, ils vont me dire ouais, mais je veux un truc sur ma famille. Donc là tu vas les aider en fait, juste ok, mais ta famille c'est quoi, c'est qui, ton père, ta mère, ils sont séparés ou pas, t'as des frères et sœurs, ok, ils font quoi comme métier, ok, et en fait avec tout ça tu vas pouvoir je dirais affiner de plus en plus. Des fois j'ai des rendez-vous, ils durent 1h30 au lieu de 30 minutes. Mais parce que ça nécessite que l'entonnoir soit beaucoup plus poussé, parce que la personne, au final, dans son thème, c'était déjà même beaucoup trop large pour que moi je puisse... et des fois, il y en a qui repartent où je leur dis, mais prends encore le temps de 3, 4 mois, 5 mois, lâche prise, réfléchis ou pas trop à ce qu'on s'est dit, n'y pense plus pendant plusieurs temps, et tu vas voir, ça va faire son chemin un peu sur de l'inconscient, parce que la personne va se remettre quelques temps après, tu vois, à checker sur Google, Pinterest, même si je leur dis qu'il ne faut pas le faire, et que l'idée, elle doit venir d'eux, sans avoir à aller regarder ce que les autres peuvent porter. Parce qu'au final, la meilleure création possible, c'est en fonction de ce que eux vont ressentir et de ce qu'ils vont avoir envie de porter, et pas avec, je dirais, quelques images de j'ai vu ça sur Pinterest. Ouais, mais t'es déjà influencé en fait. Mais toi, entre guillemets, toi, au fond de toi, t'as envie de quoi? Et là, tu t'aperçois qu'il y a des gens pour qui c'est difficile. C'est plus facile d'aller chercher un visuel et de se le réapproprier, entre guillemets, sur Google ou sur Pinterest ou Kikwakes ou comment d'autres... tu vois, d'autres types de supports, mais au final, ils ont tout... c'est en vous. Mais dans l'idée, le projet, il est déjà en eux.
Donc c'est juste les aider à faire sortir tout ça. Avec, comme je dis, c'est l'entonnoir, des mots-clés et le feeling. Je peux pas plus... Ensuite, je dirais dans la démarche, c'est poser les idées sur papier, mais je les écris en fait. Je dessine pas. D'accord. Et donc, une fois que tu as tout ça, tu as quelque chose qui commence à se former dans ta tête sur ce que tu veux réaliser. Et le jour J vient, ils viennent dans ton studio. Il n'y a pas de jour J. Il y a déjà il y a une prévalidation. Donc on se revoit une deuxième fois. Où là je leur montre en fait le motif. D'accord. On en reparle. S'il y a des petites modifs à faire, je les fais. S'il faut tout changer, ça risque de coincer. Pourquoi ? Parce que moi j'estime que ce premier visuel en fait que je fais, je le valide en fait déjà par rapport à tout ce qu'on s'est dit. J'ai envie de le tatouer. Donc souvent j'explique qu'on peut faire quelques modifs, mais il faut qu'elles soient, je dirais, infimes. C'est peut-être l'ombrage par ici, ou les petits points là, ou les lignes. Où est-ce qu'on peut changer cette ligne-là ? Et oui, ok, il y a des choses qui sont possibles, mais si c'est tout refaire, mais c'est que ça veut dire soit on ne s'est pas compris du tout, ou alors entre-temps, parce que ça des fois ça peut arriver, la personne elle a juste changé d'idée, ce qui pour moi est juste complètement impossible. Si en 4 mois ou 6 mois, quand tu es venu me voir, tu m'as parlé de tel projet, et qu'au final, 3 mois ou 4 mois derrière, tu me dis non, mais en fait, ça, parce que j'ai vu entre-temps passer ça, ou là, je vais te dire non, mais ne regarde plus rien, parce que ça veut dire que tu es quand même très influencé par ce qui se passe. Et si ton idée première, c'était celle-ci, logiquement, elle doit le rester, puisqu'elle va l'être à vie sur toi dans ta première demande. Donc, soit tu n'étais pas sûr. Et puis là tu vois tu réaffines ou alors tu dis à la personne je ferai pas. D'accord. C'est très rarement arrivé aussi, mais c'est toujours en fait tout est toujours possible. Bien sûr. Et au moins quand la démarche est plus assurée, t'es sûr que la personne va l'assumer, pas le regretter, et avoir une vraie idée. Entre guillemets, comme ça. D'ailleurs je trouve que la cible, même en termes d'âge, moi je le ressens, j'ai globalement les personnes que je tatoue sont entre 25 et on va dire 25-45. Je commence à avoir pas mal de personnes aussi au-delà de 45 ans, mais je trouve que ça va avec ma démarche, des gens qui sont sûrs de leur tu vois je dirais sûrs de leur thème. Ils ont eu le temps de beaucoup y réfléchir. Moi, ceux qui ont 40 ou 50 ans, voire même au-delà, ça fait un petit moment qu'ils pensaient à se faire tatouer, qu'ils ne l'avaient jamais fait, ou qui par X ou Y de raisons c'était pas possible, et qui là vont avoir ce déclic. Pourquoi ? Parce que le tatou aussi est devenu beaucoup plus ouvert, un peu plus accepté. Les innovations faisant, on peut faire des tatous aussi artistiquement, je dirais peut-être plus jolis visuellement par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Et tout ça, en fait, ça joue. L'évolution joue beaucoup. Les machines, les aiguilles, on peut faire des choses beaucoup plus précises. Je veux dire, moi, si j'avais dû tatouer il y a 30 ou 40 ans, peut-être j'aurais été malheureuse. J'aurais peut-être pas pu faire vraiment ce que je voulais avec les matériaux, je pense, de l'époque. Je suis presque chanceuse de pouvoir tatouer, je dirais, aujourd'hui. Et j'envie même ceux qui vont tatouer dans quelques années, parce qu'à mon avis, ça va encore énormément évoluer. À quel point tu prends des risques et tu te mets en danger dans ce que tu crées ? On en parlait un peu avant, tu disais que dès que tu es dans une zone de confort, tu veux en sortir et chercher toujours plus. Alors dans le tatou, je suis plutôt dans une zone de confort. Ouais. Parce que le risque, si je dois l'avoir, il est sur moi. Si j'ai un test à faire, je le fais sur moi. Clairement, je le fais pas sur quelqu'un. Je vais le valider dans un premier temps. Donc sur les gens, on est toujours sur le confort. Donc c'est bien parce qu'il en faut, parce que c'est bien aussi d'être dans un petit confort. Je dirais qu'après c'est plus dans ce qui va être autour le risque, dans peut-être changer ma façon peut-être de dessiner, ou changer tout, passer sur tablette, alors que papier crayon, moi j'aime beaucoup, mais au final tablette, je gagne du temps. Tu fais des économies, c'est con, mais je veux dire, sur le papier, et même en termes d'écologie, c'est plutôt assez intéressant, et puis tu peux bosser partout.
avec une tablette, tu peux tout enregistrer. J'ai l'accès de mon ordi, tu vois, au studio. Quand je suis chez moi, je peux me rebrancher. Mais ça, pour moi, ça faisait partie, par exemple, d'un risque de passer sur tablette, d'arrêter papier et crayon parce que j'étais pas du tout sereine dans la maniabilité, dans le fait de pouvoir reproduire ce que j'arrivais à faire sur papier. Quand tu sais en plus que entre le tatou et le papier, il y a aussi une certaine marge il y a quand même un petit fossé aussi dans ce qu'on est capable de faire. Tu peux encore plus pousser, je trouve, avec les aiguilles dans le détail. Et dans les projets que tu mènes, parce que là du coup tu crées une marque, c'est ça? Ouais. Je sais pas si on peut en parler, mais... Si, on peut en parler parce que ça a été annoncé. Donc oui, Marlène Le Cidre est déposée en tant que marque. Le logo aussi. De vêtements du coup. Oui, vêtements et accessoires. Pour le moment, c'est ce que je vais essayer de mettre en place parce que ça prend du temps et parce que c'est long et puis parce que comme tout ce que je fais, je veux que ça soit, je dirais, bien. Je veux que ça soit bien, que ça soit carré. J'ai tenu à ce que sur la plupart des vêtements, on soit sur du coton, tu vois, label. Avec je dirais, une vraie démarche aussi derrière. Et c'est quoi le moteur derrière ça? Qu'est-ce qui te pousse toujours à faire d'autres projets, à jamais te reposer sur ce que tu as déjà, quoi? La curiosité? Très. Le challenge? Curieuse. Tout. Le challenge, la curiosité. Non, mais c'est fou parce que c'est difficile en fait à expliquer parce que moi j'ai l'impression que c'est comme ça. Donc poser des mots, tu sais, dire que c'est la curiosité de toute manière je peux pas m'arrêter. C'est presque comme si c'était vital. Moi, je réfléchis pas à me dire, tu vois, est-ce que c'est la curiosité qui pousse ça ou est-ce que c'est... non, c'est que si je le fais pas, je suis pas bien. C'est presque une obligation. Non, quand je dis que c'est vital, c'est presque ça. C'est un besoin d'aller sur d'autres terrains, c'est un besoin d'apprendre aussi des nouvelles choses. Le but de la marque, en fait, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de l'aboutir sur une création, en fait, pure avec des modèles en peu d'exemplaires, avec des séries limitées, numérotées. Je veux dire, s'il n'y en a que 20, il n'y en aura que 20, tu auras peut-être le 4 sur 20, le 1 sur 20 ou le 20 sur 20. Après ça, c'est terminé, il n'y en aura plus. Et c'est de mélanger, tu vois, les textures, c'est l'envie aussi, moi, par plaisir. Juste, là, c'est perso, encore une fois, on en revient à moi. J'aime pas forcément avoir les mêmes vêtements que tout le monde, j'ai pas envie de me retrouver à avoir le même truc que tout le monde. Donc si aussi il y a des gens qui se retrouvent là-dedans, pourquoi pas l'essayer, puis si ça marche pas, mais c'est pas... Au final, c'est pas si grave, parce que moi, je vais apprendre quelque chose là-dedans. Donc dans l'idée, tu le fais pour que ça... Bien sûr, tu le fais pour que ça marche, et j'ai envie que ça marche, parce que derrière, le but de ça, c'est de reverser aussi à une fondation une partie des bénéfices. Bien sûr que j'ai envie que, tu vois, que le truc aille au bout. Moi, c'est les animaux, ça tout le monde le sait dans tous les cas. Donc le but, c'est pas juste faire pour faire, parce que ça m'intéresse pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait un truc derrière qui nourrisse l'envie première je vais le faire, mais pourquoi? Déjà parce que moi, j'en ai un peu marre de voir les mêmes fringues sont un peu partout, ou des trucs en plus qui, dans la qualité, je vois pas l'intérêt, moi, d'acheter un truc qui tient pas dans le temps, mais après, ça, est-ce que c'est l'éducation, ou est-ce que... je sais pas, mais nous, on achetait quand on avait, entre guillemets, besoin. Je suis pas du tout matérialiste. Donc quand j'achète, je mets 1000 ans en plus à acheter un truc. C'est toujours d'ailleurs très compliqué. Je vais me déplacer 10 fois, je vais me dire ok, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je veux faire partie de ces gens qui vont pas acheter le premier prix? Je veux peut-être pas non plus acheter, tu vois, le truc top, je dirais, qui me paraîtra en plus peut-être démesuré, mais il y a toujours ce truc quand même il faut que ça tienne, il faut que ça soit de la qualité, donc je le fais, je vais réagir dans tous les cas de la même manière et pour tout. Il y a un point qui attise énormément ma curiosité. Tu fais plein de choses qui sont assez variées, tu te renouvelles sans cesse. Comment tu te ressources? Comment tu réalimentes ta créativité et ton envie de créer? Je pense que c'est la problématique un peu de... Tu vois, je suis censée être en vacances. Depuis le début de mes vacances... Merci d'être là. Non, mais, oui, mais c'est avec plaisir en plus. Mais tu vois, regarde, depuis le début de mes vacances, j'ai rendu 2 devoirs pour mon certificat.
Donc j'ai bossé pendant déjà ma première semaine, j'ai bossé sur mon certificat. J'ai entamé un 3e devoir et je me suis dit c'est bien parce que ça me permet de me ressourcer. Alors ça va être difficile pour des gens de se dire comment tu peux te ressourcer alors que tu bosses. C'est juste que je bosse pas sur du tatou. Donc ma créativité tatou, elle est lourde, c'est-à-dire que je ne pense pas tatou, je ne dessine pas, donc pour moi, ce côté-là, cette petite, on va dire la petite part que le tatou occupe dans mon cerveau, c'est en pause. Donc je peux me mettre pleinement dans, je dirais, une autre partie de mon cerveau qui là va travailler sur le devoir, sur le fait d'avoir à réfléchir sur autre chose en fait, qui n'est pas relié au tatou. Donc le fait de faire plein de choses, c'est que ça me permet de mettre un truc aussi en pause de l'autre côté. Puisque de toute manière, l'inactivité, je peux pas. Tu vois, moi, rester devant la télé ou même les séries, c'est compliqué. C'est presque ça qui te fatiguerait. Finalement, fatigue, tu mets en pause le tatou, tu mets en pause le tatou, tu vas chercher de l'énergie dans plein d'autres choses qui te passionnent. C'est exactement ça. Et finalement, t'en retires une force parce que t'es stimulé, t'es énergisé. Ça va, je dirais, nourrir la créativité en fait du tatou. Le fait d'aller chercher ailleurs, autre chose, quelque chose. Mais des fois, ça a peut-être rien. En fait, on a toujours cette impression que, tu sais, c'est comme quand à l'école on te dit non, mais ça sert à rien. Et ce truc-là, moi, je peux pas le valider parce qu'au final, ça va peut-être servir à quelque chose à un moment donné. Donc moi, le fait de vraiment varier, de lire, de beaucoup lire, tout en fait, tout me sert. Donc beaucoup travailler m'apporte dans tous les cas de nourrir la créativité telle qu'elle soit, mais dans tout, parce que je pense que la créativité, là on parle du tatou, mais tu peux être créatif de mille et une autres façons, manières. Mais nourrir pour moi, ouais, c'est plus ça, c'est lâcher un peu d'un côté et du coup aller travailler sur un autre. Moi je vais dire travailler, mais pour moi c'est pas vraiment un travail parce que c'est du plaisir en fait. Parce que certains ne vont pas forcément non plus comprendre pourquoi. On me l'a dit, mais pourquoi tu reprends des études aujourd'hui oh là là, ça me saoulerait. Mais moi je kiffe parce que je sais pourquoi je le fais. Et avec l'intention, parce que l'intention elle est toujours vachement importante. Ton intention première, quand tu fais les choses, j'ai l'intention d'avoir ce certificat, d'essayer de l'avoir avec la meilleure moyenne ou tu vois, les meilleures notes possibles. Donc je me donne c'est un challenge de dingue, mais c'est ultra motivant en fait. Je me retrouve pleinement dans ce que tu dis. Enfin, je pense que c'est la même chose que toi. D'apprendre tout le temps et de se nourrir de plein de trucs. Ouais, apprendre, mais le mot il est. Ouais. Moi j'ai un besoin de nourrir. J'ai l'impression d'ailleurs d'être. Tu sais, un vide, souvent d'être un vide un peu immense, et il faut nourrir ça. Et le tatou me le permet par la rencontre. Et ce qui est dingue, c'est que nous, on est proche de la sortie de nos études. Enfin, nous, on a fini, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Et pour moi, l'école n'a jamais été un grand stimulant de ce côté-là. C'est un truc que je suis allé chercher après, pour des raisons dans X ou Y, mais ce besoin de me nourrir de plein de trucs, de lire tout le temps, de créer des choses, c'est venu bien après. Et ça n'a aucun rapport avec l'école, c'est marrant. Ça n'a aucun rapport. J'ai un bac en commerce, j'ai fait des études de sport. Je veux dire, je savais pas, tu vois, spécialement d'ailleurs ce que j'allais faire après, mais à la sortie de tout ça, effectivement, j'ai eu aussi cette sensation d'avoir une soif de connaissances que peut-être les études m'ont pas, tu vois, m'ont pas développé. Ça m'a pas apporté en fait tout ça tout de suite. C'est venu au fur et à mesure, je dirais, avec les expériences diverses, mais c'est venu après. Cette vraie soif en fait de vouloir comprendre, d'apprendre toujours. Quand j'ai voulu bosser, tu vois, sur le site internet, où j'ai commencé à réfléchir à des applications, à des trucs comme ça, je suis allée acheter des bouquins sur le codage, sur le marketing, sur c'est quoi être développeur ou nana, pour comprendre dans l'idée un langage et pour pouvoir mieux échanger avec la personne avec qui peut-être j'allais devoir travailler. Donc
Et puis après, tu commences à réfléchir. Là, quand j'ai pris du recul, après, je me suis dit, mais en fait, si la personne est devant moi, elle va se dire, mais elle a pas, enfin, c'est pas qu'elle a pas confiance, mais elle va vouloir gérer le truc, ou du coup, elle va pas me laisser moi faire. Parce que tu sais, c'est comme si tu as le besoin, en fait, de maîtriser aussi l'outil. Moi, je sais que j'ai beaucoup ça. J'ai besoin de. C'est ça qui est excitant finalement. Je trouve ça hyper intéressant de. Une fois que tu commences à être maître de l'outil, tu es en mesure de l'exploiter à son plein potentiel, du moins de mieux en mieux, et tu trouves un malin plaisir à te dire j'ai ajouté une corde à mon arc et je suis capable de faire des choses en plus qui peuvent s'entretenir. Ce qui est excitant, c'est le chemin en fait. Ouais. Et parce que la finalité, moi j'ai envie de te dire, la finalité je la connais. Puisque c'est le but du pourquoi je le fais, donc la finalité je la connais dans l'idée. Mais le chemin, en fait, c'est lui qui va m'apporter, tu vois, le fait d'y aller. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est l'expérience du chemin en lui-même, parce que la finalité, presque, c'est pas que je m'en fous, mais je la connais. Ouais. Donc, tu vois, je suis pas stimulée par le fait d'aller là-bas, mais c'est le chemin par lequel je vais y aller qui m'intéresse, parce que dans tous les cas, je sais que je vais y aller, enfin, par n'importe quelle voie. Ouais. Et ça, je trouve que le grand public a tendance à l'oublier. On se projette beaucoup sur la finalité, on se rêve. Tu parlais tout à l'heure de ton cousin, je crois, qui se réveille youtubeur ou ce genre de choses. On se projette beaucoup sur qu'est-ce que ça va être à la fin. Le fils de l'ami. Voilà. Et finalement, on oublie que le plaisir, il doit se trouver sur le chemin, parce que finalement, la finalité, certes, on sera content quand on l'accomplira, mais il y aura encore plein d'autres choses après. Et si tu prends pas du plaisir sur le chemin, finalement, je pense que jamais tu pourras atteindre la finalité. En fait, c'est que je pense que c'est ce qui fait que tu tombes et t'arrives pas à en retenir, en fait, tu sais, à chaque fois, je dirais comment dire, pourtant il n'est pas 5h du mat, attends. Les leçons ouais, c'est exactement ça, en fait, c'est tirer la leçon de pourquoi t'as bûché, donc prendre le recul, réanalyser, tu sais, et te dire, ok, donc je vais changer ça, parce qu'au final, tout le monde peut y arriver. Mais il faut pouvoir prendre le recul et te dire, de cette erreur-là, qu'est-ce que moi j'en tire pour ne pas reproduire et que je ne retombe pas. Donc peut-être tu vas retomber après, puis peut-être plusieurs fois, mais pas pour les mêmes raisons. Et en fait, c'est à force, entre guillemets, de faire ça. Donc il faut quand même avoir un sacré... moi je le dis, il faut quand même du caractère, il faut avoir l'envie de prendre des... Tu vois, de prendre des murs. Moi, ça me pose pas de soucis. Et au contraire, mais j'ai l'impression que de toute manière, toute ma vie a été faite, tu vois, de ça. C'est-à-dire, en plus, si tu me mettais pas le mur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais réussir à me mettre un bâton dans ma roue juste pour me dire, bah tiens, allez, plutôt que d'aller vers là. Et je trouve la vie assez bien faite parce que souvent, elle va te ramener sur une espèce de vérité. Moi, quand tout roule, tu sais, tout est trop lisse. Genre c'est bien, à un moment donné, dans tous les cas, il va se passer un truc. Et ça va, tu vois, ça va réveiller, je vais me dire, oula, attends, là je partais dans la facilité, ça va pas. Donc, on va rebasculer de l'autre côté et on va aller chercher un peu plus compliqué pour reprendre, je dirais, le fil de la marche voilà, de créa et du fait d'aller chercher toujours autre chose. On sait que tu organises tes journées de manière très rigoureuse. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble une journée type, même une semaine type? Est-ce que tu as différents compartiments dans la semaine? Comment ça fonctionne? Alors en fait, il y a eu une réorganisation en fait, parce que l'arrivée de Léo, donc du coup qui était mon apprenti, qui maintenant est tatoueur, m'a fait changer toute mon organisation de base. Et l'organisation, c'est ça par contre, tu vois, c'est le confort que moi je me donne, mais parce que c'est le résultat assuré. Donc ça, c'est trop fort ce que tu viens de dire, je trouve. Ce que tu viens de dire, l'organisation, c'est le résultat assuré. Ah bah oui, non, mais c'est ultra. En fait, mais on le néglige tellement. Pour moi, ça. C'est ultra important, c'est que si tu, et je le dis d'ailleurs à beaucoup de gens, si tu viens mettre un grain de sable dans mon organisation, en fait, tu désorganises tout et du coup, je risque en plus de te mettre largement de côté parce que tu vas être le grain de sable qui va avoir mis en fait le bazar. Et quand le bazar est mis, c'est juste que quand tu as 200 personnes, tu vois, avec qui tu es en projet, parce que moi je les vois sur mon mur avec tous mes papiers, tu vois, même sur mon mur il y a une organisation de dingue, les papiers sont pas juste posés en fait comme ça.
et bah ça, ça contrecarre tout et ça me met moi en fait dans une situation d'échec. C'est à coup sûr. Donc je vais subir. Si je subis, quelqu'un d'autre subit. C'est un peu l'effet boule de neige. Bah, surtout quand t'es dans des relations directes avec des gens. Mais avant que Léo arrive, à 6h en fait, moi je suis au studio, à 6h du mat, j'ouvre plutôt tranquillement, je vais faire tout le ménage, ensuite je vais ouvrir mon agenda, je vais regarder un peu ce qui se passe sur les 2 voire 3 prochaines semaines. Je regarde au niveau de mes calques, de mes dessins où j'en suis, je regarde la journée sur laquelle je suis, qui je dois voir aujourd'hui, qui vient le soir même pour déjà préparer les dessins de ceux qui vont venir voir. Ensuite, normalement, je dessine matinée, je peux dessiner de 8h à 11h. Je vais manger, alors là-dessus, je suis pas très rigoureuse. Je peux oublier, déjà d'une, parce que je suis dans mon truc, et puis souvent, les journées sont quand même très intenses. Et moi, j'aime bien manger quand j'ai le temps, en fait, et quand je suis au calme. Donc, c'est plutôt le soir où je vais faire on va dire un vrai repas que je vais pouvoir apprécier. La journée après tatou va commencer à midi, globalement. De midi à 18h, voire 19h, je vais faire ma session tatou. Donc soit c'est une session, je vais tatouer une seule personne, soit je vais en tatouer 2. Et le soir, à partir de 19h, je reçois les rendez-vous privés. Donc c'est-à-dire ceux qui viennent pour discuter des projets et ceux qui viennent pour faire les checks de dessin. Ce que tu nous disais avant. Ouais, et donc du coup, ça, des fois, ça peut pousser... on en revient toujours à la même chose. J'explique toujours que j'aime bien que les gens soient à l'heure parce que moi j'essaye au maximum dans mon organisation d'être ultra cadré, d'être à l'heure, parce que celui qui va être en retard, donc fait subir à quelqu'un d'autre qui derrière lui va être à l'heure mais va subir le retard en fait du premier, et moi je subis entre guillemets tout ça parce que le soir ça va pousser à des fois 21h, 22, ça m'est arrivé aussi 23h. Ouais, là c'est difficile quand c'est comme ça, donc je communique beaucoup sur Insta pour expliquer aux gens que en fait juste c'est extrêmement important dans mon organisation et dans ma démarche artistique d'être même précise jusqu'aux horaires, parce que moi je suis prête en fait à midi. Si je dis à quelqu'un midi je suis prête, déjà depuis un quart d'heure, tu vois, j'attends. Avant. Ouais, j'attends la personne, le matériel il est monté, je suis opérationnelle, je suis déjà entre guillemets, tu vois, dans ma session, je suis dans ma session tatou. Donc quand je commence à voir que, tu sais, 5 minutes de retard, je me dis bon, j'essaye de canaliser là-dessus parce que on est à Paris, parce que je sais que les transports c'est compliqué. Donc pour le coup j'essaye un petit peu tu vois d'être tolérante là-dessus, mais être à l'heure c'est déjà être en retard, on le sait tous. Nous on est arrivé juste à l'heure avec Valentin tout à l'heure. Non mais c'est juste que c'est un truc souvent que je me dis, je l'ai beaucoup entendu aussi d'autres personnes, qu'être à l'heure c'est déjà être en retard. Je suis assez d'accord en fait avec ça, parce qu'il y a des choses que tu peux pas non plus forcément prévoir, mais j'ai même perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais sur l'importance de la rigueur sur les horaires. Ouais. Et voilà, et où du coup en fait si ça, moi tu me coupes ça dérègle tout ça après, provoque tu vois déjà je commence à me mettre un peu en warning, et là je commence déjà à penser au fait que je vais peut-être pas manger le soir parce que je vais peut-être pas avoir le temps, parce que j'avais quand même peut-être 2-3 dessins, tu vois, à retoucher, que j'avais prévu le temps pour ça, et en fait ça te désorganise, donc tu vas le subir. Moi je l'ai subi à un moment donné, il y a eu je dirais une problématique dans mes prises de rendez-vous et tout ça. Je l'ai subi pendant 1 mois. Je pense que personne ne peut s'imaginer ce que c'est que de subir un agenda de gens qui arrivent à des heures où ils étaient pas prévus, où tu dois tout, tu vois, ça désorganise tout, et du coup t'es extrêmement fatigué, et fatigué, en termes de créa, t'es presque bon, c'est pas que t'es bon à rien, mais il va falloir pouvoir aller puiser, tu vois, pouvoir aller chercher assez loin pour assurer le truc. Mais oui, très organisée, très, très rigoureuse. Donc les journées, en fait, c'est ça. Donc elles se multiplient, entre guillemets, avec les semaines. L'arrivée de Léo, ça a du coup tout changé, puisque normalement,
le week-end quand je suis chez moi, je veux pas dessiner ou je veux rien faire. Enfin, rien faire. Je veux pouvoir travailler sur mes autres projets. Donc, ne pas penser tatou, parce que ça me permet aussi de faire une petite coupure. L'arrivée de Léo, ça a modifié. Après, je savais que c'était sur un temps défini. Mais du coup, il fallait que je sois au shop à 4h du mat pour pouvoir avoir le temps de dessiner avant qu'il arrive, lui, à 9h, pour que de 9h, entre guillemets, à midi, on puisse, entre guillemets, faire la formation. Qui puisse tatouer, qu'on puisse qui puisse dessiner, qu'on puisse revoir pas mal de choses, enchaîner après la journée et puis terminer encore du coup l'amplitude horaire c'est vrai qu'elle avait un peu augmenté. Ça a été très fatigant parce qu'en plus Léo m'a beaucoup tatoué sur cette période-là parce qu'il fallait qu'il pratique, et je voulais pas forcément qu'il reproduise ce que moi j'avais fait, c'est-à-dire sur moi. Je m'étais beaucoup tatouée pendant mon apprentissage, mais au final, du coup, beaucoup se tatouer, c'est beaucoup se fatiguer. Tu te fatigues toi, tu fatigues ton corps, du coup, t'es pas très bien. Et j'avais envie qu'il profite en fait de son apprentissage pleinement, sans être trop fatigué, sans en passer par ce que moi, tu vois, j'avais pu vivre ou comment je l'avais vécu. Et donc, je lui avais dit, écoute, quand tu auras personne à tatouer, déjà d'une, tu te tatoueras parce que c'est important. Parce que c'est important que tu saches comment tu tatoues pour savoir ce que tu vas faire, entre guillemets, à quelqu'un. Moi, ça, je pense que ça passe aussi par ça. Et puis après, je lui avais dit, il reste moi dans le peu de place que je vais avoir, mais au moins, je pourrais aussi te faire un retour d'expérience, de pouvoir corriger, tu vois, 2-3 détails que tu peux corriger que si la personne, entre guillemets, pratique sur toi, parce que tu vas le ressentir, parce que même moi, des fois, juste au bruit, je lui disais, mais là, le bruit, ça va pas, change ça ou fais ça, tu vas voir, et où effectivement, ça a pu permettre, tu vois, de modifier, et lui, de se réapproprier, en fait, ce que je pouvais lui dire, parce que c'est pas parce que je dis que c'est valable pour lui. C'est valable pour moi. Ouais. Mais il fallait que lui arrive après à se dire ok, donc j'ai compris ce que tu m'as dit, et moi je vais peut-être par contre faire comme ça. Le but c'était qu'il arrive à adapter une base à comment lui en fait il allait pouvoir pratiquer, parce que c'est pas parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu donnes des clés à quelqu'un que mais l'idée de ce que je lui avais dit, c'est je vais te montrer ou je vais t'apprendre comment moi je fais. Maintenant, à toi de réadapter, parce qu'en plus t'es gaucher, moi je suis droitière, parce qu'il va falloir que tu trouves entre guillemets ta façon de faire. Peut-être que tu piqueras pas tes lignes de la même manière que moi, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est que ça soit entre guillemets comme ça et fait à peu près de cette manière-là. Après, à lui de pratiquer, d'avoir ses expériences pour que le résultat, dans tous les cas, soit validé. Ça fait une super transition pour nous parce qu'il y a 3 questions qu'on aime bien poser à la fin de notre podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a une trace que tu as envie de laisser de toi dans le futur? Et peut-être que ça passe par la transmission avec Léo, peut-être d'autres choses. La trace, elle est humaine en fait. Moi, c'est plus sur ce que... sur moi, ce que je peux essayer de faire entre guillemets pour les gens. Je vais finir Mère Teresa, tu sais, je vais faire une fondation. Mais non, dans l'idée, c'est plus ça, c'est laisser une image en fait qui est positive de la rencontre. C'est pour ça que je parle même pas de tatou, parce que le tatou pour moi c'est un moyen pour une fin. C'est ça. C'est un moyen en fait de pouvoir échanger aussi, de pouvoir faire quelque chose, et ça je le dis, mais pour quelqu'un, parce que c'est vachement gratifiant quand même aussi, de pouvoir aider une personne. Dans l'idée, moi je les aide du coup avec le tatou et avec la créa, mais sur mes intentions, sur tu vois, le fait d'être, je sais pas, d'être positif, le fait d'être curieux parce que c'est important. Après, certains vont se retrouver dans le discours, d'autres non, mais c'est pas grave, parce que l'intention elle est bonne. Moi j'aime beaucoup les gens, même des gens qui des fois où tu pourrais sentir que c'est un peu tendu, je vais forcément moi me poser la question et me dire qu'est-ce qui a fait que parce que de base on est quand même tous
tous là, tu vois, pour quelque chose. On est tous, je pense, très positifs de base. Si tu reviens toujours à un enfant, regarde juste comment un enfant il est. Donc on vient tous de ça. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le cheminement. Il y a un truc très social entre le tatou et moi. Là, pour le coup, c'est ma relation avec le tatou et pour son humain là-dedans. C'est d'essayer de comprendre encore mieux l'autre. Voilà, mais non, laisser la trace, c'est plus... La rencontre. C'est la rencontre, c'est plus moi. Je dirais que le tatou, c'est un gros plus de pouvoir te dire qu'il y a quelqu'un qui porte quelque chose, mais que tu as fait. Et toute sa vie, il va l'avoir sur lui. Donc c'est quand même, en termes de confiance, c'est énorme. Et au-delà de ça, eux vont m'apporter tout ce qui me nourrit moi. Donc ils m'aident aussi au quotidien. C'est un échange qui est très positif. Mais je parle bien d'humain. Ouais. Tu vois, moi et Kylian, on essaie de créer des choses. On fait ce podcast, on écrit, on fait des petits projets à côté. Et on est un peu au début du chemin, si on prend la métaphore du chemin. Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour continuer à avancer, à progresser, à nous développer De rencontrer. Ouais. Des gens, mais divers et variés. Moi, ça, comme je le dis, le tatou me fait rencontrer des gens qui ont globalement entre 25 et 65. T'imagines, là, entre guillemets, la marge de... comment dire, c'est compliqué en ce moment. Je vais y arriver, personne ne va pouvoir m'aider sur le mot que je cherche. La différence qui existe. Non, mais sur la variété, la en diversité. fait, voilà, de la diversité de ce que les gens vont pouvoir t'apporter sur le parcours, sur les métiers. Moi, dès qu'on me dit je fais ça, ok, donc c'est quoi donc, et tu vois, moi, ça me permet de découvrir, je dirais, une nouvelle chose. Et puis des parcours. Les gens ont des parcours incroyables et souvent je leur dis que eux aussi sont, il faut pas l'oublier, chaque personne est singulière, elle est unique et ça il faut le mettre en avant. Enfin, ça mérite d'être mis en avant. On n'est pas, c'est pas un truc groupé où on doit tous ressembler à. D'ailleurs, je trouve que les médias rendent ce truc, tu vois, assez palpable quand tu. Moi, il y a aujourd'hui un mot qui me marque, c'est influenceur. Je sais pas si ça vous marque, mais influenceur, je trouve ça assez fort. Ouais. Des gens qui influencent des gens, en fait. Enfin, voilà, moi, j'ai du mal avec ce terme-là et j'ai plutôt envie de dire aux gens, mais vous êtes vous-même un influenceur, en fait, aussi de base, mais par votre singularité. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître, il faut s'écouter, et ça demande quand même aussi un gros travail que peut-être certains n'ont pas envie de faire, ou ça les intéresse pas, ou moi ça m'intéresse, et je trouve que toutes les personnes que je rencontre et que je peux tatouer ont quand même beaucoup ça en eux. Il y a une recherche très personnelle dans l'acte, je trouve, de venir se faire tatouer par moi. Super, je trouve ça super intéressant. Et, même je pour pense nous, que vous devez avoir cette rencontre qu'on fait avec toi, avec d'autres personnes, c'est super riche et il y a une quête un peu personnelle au-delà de ça, au-delà de ce projet, de se dire dans ta vie comment tu peux profiter au maximum des rencontres que tu fais pour comprendre les gens, t'ouvrir l'esprit, voir d'autres choses et t'enrichir de toutes ces rencontres, quoi. Oui, tout est très neutre en plus. Enfin, tu sais, t'as jamais de. Enfin, je pense que vous le faites aussi de cette manière-là. Je veux dire, moi, il y a jamais de jugement en plus. D'ailleurs, tu sais, je prends tout comme une éponge. Et du coup, ça m'amène moi aussi, tu sais, à me remettre en question et à me dire, ok, mais comment moi là j'aurais peut-être fait, ou comment. Donc, je trouve que c'est vachement important. Moi, je garde. Tu vois, des échanges avec certains, j'en ai même qui sont devenus, tu vois, plus que des tatoués. Certains sont devenus des amis, d'autres sont devenus plus des potes, mais tu sens quand même que les gens ont beaucoup de choses à s'apporter. C'est assez fou, mais il faut être ouvert en fait à ça, et si tu ne l'es pas, je pense que dans tous les cas il faut pas forcer. Moi je l'ai pas été pendant très longtemps, je le suis depuis plusieurs années, mais ça a quand même mis un petit peu de temps avant que j'arrive, tu vois, à ouvrir et à me dire ok,
on peut s'apporter des choses et tant mieux, et c'est très positif. Il y a une façon pour nous de conclure le podcast, on fait toujours un petit cadeau à nos invités. Alors la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui lit des livres ou des bandes dessinées? Oh purée. Ou les deux? Je dirais livre aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup lu, enfin plus jeune, toute une collection de BD d'ailleurs que j'ai encore chez moi. Essayez de ne pas renverser la table. Ouais, je suis très BD, mais je suis très bouquin en ce moment. D'accord. Je dirais plutôt bouquin. Et bien voilà ce qu'on t'offre. Je sais pas si tu connais Bernard Werber. Mais oui. Ouais. Il m'en a Voilà, donc parlé. c'est un de ces livres sur les fourmis. Et je ne l'ai pas lu. Tu l'as pas lu, bah c'est magnifique. Moi j'ai lu un autre sur les fourmis. Ça c'est le jour des fourmis. Et moi j'ai lu Les fourmis. J'allais te dire, j'ai lu Les fourmis. Voilà, mais en fait c'est la suite. J'ai lu Les Thanatonautes, j'ai lu Les chats. Ouais. Demain les chats. Demain les chats. Ouais. Et celui-ci non. Ouais. Génial. Moi j'ai lu aussi Les fourmis et Les Thanatonautes, j'ai trouvé ça. Ouais. Les Thanatonautes m'a vachement marqué. Et c'était et je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans. Ouais. Un collègue de travail, Julien, si jamais il écoute. On espère qu'il écoutera Julien. Non, mais il écoutera. Mais qui me l'avait conseillé. Et donc j'avais lu Les Thanatonautes grâce à lui. Et alors c'est marrant parce que pour la petite histoire, au moment où les Thanatonautes sont sortis, ça a fait un flop complet. Ils en avaient imprimé 70 000, il en a vendu à peine 5 à 10 000. Et c'est longtemps après que l'œuvre est ressortie et maintenant les gens la disent comme sa préférée. Alors que ça a pris du temps, peut-être du hasard, sur le moment c'est pas sorti comme un succès. Et c'était peut-être trop tôt dans l'époque ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas relié à un fait ou à quelque chose? Je sais pas si la médecine à un moment donné a travaillé plus sur quelque chose que d'autres, parce qu'on parle quand même de la mort, c'est possible. de chemin, tout ça. Donc est-ce que à ce moment-là où ça commence à fonctionner, tu vois, est-ce que c'est pas mis en relation avec sociologiquement ce qui se passe à cet instant X où il y a plus de ventes, tu vois. Moi des fois je me dis, est-ce que il n'y a pas un espèce de ressenti, est-ce qu'on parlait pas de peut-être c'est de ce que certains vivent sur ce fameux chemin de la mort quand tu vois la lumière, ou c'est clair. C'est clair, il y a peut-être une ouverture en plus. Il y a des trucs qui peuvent être reliés à ça, vu qu'on est de plus en plus ouverts à, je dirais, des médecines parallèles. Voilà, mais je vais lire. Tu nous auras des nouvelles, en tout cas. Avec plaisir. Trop cool. Trop bien. Un grand merci à toi, franchement. Merci à vous deux. Je trouve que tu parlais de rencontres et c'est une super rencontre. Moi j'ai bu tes paroles pendant un peu plus d'une heure, donc mais merci à vous de m'avoir donné la parole aussi, parce que c'est ultra important. Merci. Cool. Merci Julie. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Une nouvelle fois, on a été super heureux de l'enregistrer. On a eu des très bons retours des deux précédents, donc on est super contents et on a hâte de vous faire découvrir les suivants. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous aider de plusieurs manières. Parlez-en autour de vous, ça fait vraiment toujours plaisir d'avoir des retours de gens qui l'ont partagé. Laissez-nous un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça peut être Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou autre. Je vous recommande encore à titre personnel de découvrir le livre de Valentin qui s'appelle Expédition créative et qui est disponible sur Amazon. C'est vraiment un super compagnon de table de chevet ou de vie pour apprendre à créer. Et puis, nous avons un petit lien dans la description du podcast. On propose une newsletter chaque semaine avec des conseils et des coulisses de notre podcast. Donc, inscrivez-vous pour être tenu au courant de l'actualité. À bientôt. À lundi.